Décès annoncé de l'ex-président ghanéen Jerry Rawlings, nous vous proposerons dans cette édition un bref résumé de son parcours. Le ministre ivoirien en charge de l'équipement et de l'entretien routier visite les chantiers du carrefour de l'Indenier et ceux des 4e et 5e ponts d'Abidjan. Nous parlerons également du métier de barbier traditionnel assez pratiqué dans la commune de Treichville. Qui pratique ce métier? Quels en sont les revenus? Les éléments de réponse dans cette édition. Merci de nous rejoindre pour le journal. Nous ouvrons cette édition avec une triste nouvelle pour les Ghanéens. L'ancien président Jerry Rawlings est décédé des suites de Covid-19 à l'âge de 73 ans. Le décès est survenu ce jeudi matin au Ghana, à l'hôpital universitaire Korle-Accra. L'ancien chef militaire qui a dirigé le Ghana de 1981 à 2001 est un exemple de démocrate africain. Le récit de son parcours dans cet élément de Walter Kofi et Richard Akeke. L'ancien président ghanéen Jerry John Rawlings est décédé ce jeudi 12 novembre à l'hôpital universitaire Kolibou d'Accra, où il avait été admis une semaine auparavant, selon plusieurs médias ghanéens. Selon le communiqué de la présidence, l'ancien chef d'État est décédé des suites d'une courte maladie. Certains médias racontent qu'il a succombé à des complications liées à la maladie de la Covid-19. Né le 22 juin 1947 à Accra, d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, Jerry John Rawlings a marqué son arrivée sur la scène politique ghanéenne par un coup d'État. Malgré ses méthodes peu commodes, il est celui qui s'est engagé à mener le pays sur la voie d'une démocratie durable. Rawlings, d'abord, c'était le Che Guevara de l'Afrique. Il avait les mêmes attitudes, les mêmes comportements que le Che, qui est déjà connu. Toute la jeunesse, plus une bonne partie de la jeunesse ghanéenne, se référait à Rawlings, il l'appelait Gigi. Donc c'est un grand type qui va nous manquer énormément et qui a marqué non seulement le Ghana, mais toute l'Afrique par sa vie. Qui était foncièrement contre la corruption. Et il a fait des réformes pour son pays, notamment il a subventionné les produits de base pour que les Ghanéens puissent vivre, parce que c'était une période très difficile, les années 80, c'était très dur pour le Ghana. Et il a également réduit un peu les taxes pour que, non seulement il a réduit les taxes, il a dévalué le cedi ghanéen pour permettre à ce que les exportations ghanéennes puissent être un peu plus compétitives sur le marché. John Rawlings a réussi à faire en sorte que les Ghanéens ont compris, après la vague de coups d'État que le pays a connue, qui a vraiment plongé le pays dans plusieurs domaines. Et les Ghanéens se sont dit, ok, bon, si on ne peut pas construire le pays, en tout cas, il faut tout faire pour ne pas le détruire. Et donc, c'est cela a été mis en place par l'intermédiaire de Jerry John Rawlings. Le président actuel Nana Akufo-Addo a décrété un deuil national de 7 jours et ordonné la mise en berne du drapeau national pour celui qu'on appelait le Gigi Rawlings. En Côte d'Ivoire, les travaux de construction des 4e et 5e ponts d'Abidjan ainsi que l'aménagement du carrefour de l'Indenier dans la commune d'Adjamé avancent à grands pas. Ce jeudi, le ministre Amédée Kofi Kwaku, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, était en visite sur les sites de réalisation de ces ouvrages pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. En dépit de quelques difficultés, les taux d'exécution de ces travaux sont globalement satisfaisants sur l'ensemble de ces 3 projets. Les détails avec Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. C'est par le chantier du 4e pont dans la commune d'Atekoubé que s'ouvre la tournée du ministre Amédée Kofi Kwaku de l'équipement et de l'entretien routier. Ici, l'ouvrage a déjà pris forme sous le regard des riverains à proximité du chantier. Une visite guidée sur le site permet à Amédée Kwaku de comprendre le niveau de réalisation des travaux. En termes d'avancement, le taux est de 25% d'exécution de l'infrastructure routière devant relier Yopougon au plateau. Sur le site du 5e pont, les équipes techniques sont à pied d'œuvre. Ici, 70% des délais ont été consommés et le niveau d'exécution des travaux se situe à 21% selon les responsables en charge du projet.
Une construction du pont de Cocody qui bute néanmoins sur d'énormes difficultés, dont la plus significative est le traitement des zones compressibles. Nous venons de visiter donc le troisième chantier, qui est le chantier du pont de Cocody. Là aussi, il y avait beaucoup de problèmes techniques qui ont été, la plupart ont été déjà résolus. Nous avons là aussi un retard d'environ 14 mois. Mais nous avons échangé avec l'entreprise, la mission de contrôle. Ils ont pris des engagements de sorte à ce que ce retard puisse être réduit. À quelques pas du chantier du pont de Cocody se trouve le carrefour de l'Indénié. Là, on met les bouchées doubles pour faire avancer les travaux d'aménagement de la zone. Le projet, à 29% de taux de réalisation, fait face à quelques entraves. Il se situe entre autres à la non-libération des emprises du côté d'Adjamé Village, à la suspension des travaux du flyover, de l'interférence avec le projet du BRT et de la Covid-19. Des difficultés qui perturbent l'action des entreprises en charge des travaux. Malgré ces obstacles, Amédée Kouakou se montre optimiste pour l'avancement rapide des travaux. Nous avons visité les travaux de l'échangeur de l'Indénié. Là aussi, les travaux avancent très bien. Ils ont un léger retard d'environ 5 mois. Mais vous savez, tout ça, il y avait le Covid-19 avec l'environnement politique qui ont retardé un peu les choses. Mais l'entreprise en charge des travaux nous a assuré que les 5 mois seront donc rattrapés et que ce chantier va être terminé à bonne date. Et globalement, on peut dire que les chantiers avancent bien. À cause de la maladie à Covid-19, nous avons pris quelques retards. Mais nous avons incité les entreprises à travailler vite, de sorte que tous ces chantiers-là, nous puissions donc les terminer à bonne date. Cette visite de terrain du ministre Amédée Kofi Kouakou visait à encourager les entreprises à la conjugaison des efforts en vue d'un bond considérable dans la réalisation de ces projets de modernisation du réseau routier abidjanais. Les entreprises pharmaceutiques foisonnent en Afrique et en Côte d'Ivoire. Ivoire Seringue Pharma se positionne dans la commune de Bingerville avec à la clé plusieurs centres d'intérêt. L'entreprise fait de l'importation, de la détention, du stockage, de la vente et la livraison en gros pour le compte de plusieurs laboratoires pharmaceutiques détenteurs de différentes marques. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Richard Akeki. Un nom, une entreprise, une référence. Ivoire Seringue Pharma est une entreprise de droit ivoirien située à Bingerville, exerçant dans le domaine pharmaceutique comme centrale d'achat intermédiaire entre les fabricants et les grossistes. Elle a commencé dans des conditions difficiles. Au fil des années, des défis importants ont failli la paralyser, mais son ingéniosité, sa discipline et sa détermination l'ont conduit à des résultats extraordinaires qui font d'elle le leader dans son domaine. Grâce à la vision de cet homme, Dominique Zegoua, Ivoire Seringue Pharma s'est positionné comme le leader du marché pharmaceutique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La rapidité de la livraison des produits chez les grossistes et les particuliers, la disponibilité des stocks chez nous, les produits de qualité et innovants ici à Ivoire Seringue Pharma, le professionnalisme du personnel d'Ivoire Seringue Pharma, la logistique en bon état d'Ivoire Seringue Pharma. Vous savez, aujourd'hui, l'ABOS, Cofamed, DPCI et Télépharma, ils peuvent aujourd'hui compter sur nous parce que nous recevons leurs bons de commande à 7 heures, plus qu'à 10 heures, ils sont livrés. Ce qui est inimaginable. Avec un cadre idéal et propice pour l'épanouissement de son personnel, le directeur général a fait du professionnalisme et de la rigueur son leitmotiv dans un environnement où la concurrence foisonne. Ivoire Seringue Pharma dispose d'une gamme variée de produits et d'un stock important qui répond à la demande. En tant que centrale d'achat, nous avons une diversité de produits. Nous avons des produits injectables, nous avons des produits en forme sèche, en forme liquide. Quand je parle de forme liquide, je parle de sirop. Quand je parle de forme injectable, je parle de tout ce qui est intraveineuse. Quand je parle de forme sèche, je parle de tout ce qui est comprimé et élaboré en blister. Son parc automobile, constitué de plusieurs véhicules de livraison, lui permet de rêver grand. Nous sommes aujourd'hui une centrale d'achat
une agence dépositaire des produits pharmaceutiques. Je rêve d'avoir un laboratoire pharmaceutique, c'est-à-dire un laboratoire qui fabriquait des produits que je distribue déjà. Ça, c'est mon rêve. Deuxième rêve, c'est que les produits que je stocke sur moi, que je vais fabriquer, il faut que j'ai l'agrément pour les distribuer dans les officines. Ivoire Pharma tient à rassurer le marché ivoirien et sous-régional que tout est mis en œuvre pour ne pas qu'il y ait rupture malgré la maladie à coronavirus. Son responsable invite les populations à se détourner des médicaments contrefaits et à faire confiance au système sanitaire officiel pour lequel les responsables ne ménagent aucun effort pour mettre à la disposition des populations des produits de santé de qualité accessibles à la bourse des utilisateurs. Peu connu en Côte d'Ivoire, le métier de barbier traditionnel existe pourtant et arrive à satisfaire une certaine catégorie de personnes. Qui sont ceux qui pratiquent ce métier? Arrivent-ils à joindre les deux bouts avec cette activité? À la découverte du métier de barbier traditionnel dans la commune de Treichville, c'est un reportage de Nadia Eounoud et Richard Akeki. Petit pot contenant de l'eau, paire de ciseaux, lame, ascar, peigne, miroir, serviette, sac poubelle, chiffon, alcool, eau de javel. Ce sont tous les instruments utilisés par les barbiers traditionnels. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, les barbiers, il en existe dans différentes communes. Nous sommes à Treichville et nous en avons rencontré quelques-uns. Simplement habillés, chemise, pantalon pour d'autres et pour certains boubou, pour marquer ce côté traditionnel qui les caractérise. Sanouchi Mohamed vient du Niger. Il exerce ce métier en Côte d'Ivoire depuis 1989 et l'a appris aux côtés de son père et son frère qui sont tous deux barbiers. J'ai fait stage au Niger là-bas, c'est pas ici. Je suis ici à la ville 21, j'ai commencé à travailler en 81 et en 80. J'ai venu en 89. J'ai commencé à s'asseoir ici en 90. Donc si tu comptes 90 aujourd'hui, ça fait 30 ans. Je suis ici, je travaille. J'ai trouvé, moi je suis petit, depuis que je suis petit là, j'ai trouvé mon papa il fait, mon grand frère il fait. Moi-même j'ai commencé à me montrer un peu jusqu'à moi-même je connais un peu. La particularité de ces barbiers est la proximité avec laquelle ils installent leurs clients. Face à face, afin de mieux dessiner la boule et la mettre à zéro avec une dextérité sans pareille, et aussi donner une forme soignée à la barbe de leur roi, leurs clients. Cadre de travail assez particulier. Ouvert au monde, donnons sur la route et laissons la fraîcheur ou le soleil du moment communiquer avec les clients qui se disent très satisfaits de la propreté du matériel de ces experts du rasage et aussi du prix abordable de leurs services. Je suis satisfait parce que chaque fois quand tu viens ici, ils changent l'âme qu'il doit prendre pour te coiffer, ils changent ça. Donc c'est pour cela que je viens ici. Et bon, depuis que j'ai commencé à venir me coiffer ici, je n'ai pas de problème. Donc je n'ai pas peur de quelque chose. C'est pas coûteux. 300 francs c'est bon. Alors chez les autres c'est 500 et ça ne nettoie pas bien. Personne qui veut se faire raser comme moi je préfère qu'ils viennent ici parce que oui, c'est moins coûteux et c'est mieux. Cependant, le barbier ne profite pas toujours de son art. Si tu veux cocoter et tout, Si tu dis tu veux lever les barbes seulement, on va lever. Il y a d'autres à lever tête seulement, cheveux seulement, cheveux de tête là, il laisse comme ça. Il y a les autres, ils veulent tout complet. Cheveux, barbe à lever, cheveux des narines, tout on enlève propre. Là c'est infini, encore c'est pas beaucoup. Vous donnez nous combien? 300 francs. Encore c'est pas tout le monde qui a des moyens. Il y a les autres qui disent il n'y a pas de l'argent. Il y a 250, il y a 200 pour m'aider. Non, ça c'est pas un jour, c'est pas un travail par jour on gagne comme ça, non. Même il y a des jours, s'il y a beaucoup de clients là, si on gagne beaucoup là, beaucoup d'argent là, on gagne 2000 francs, c'est ça qu'on gagne beaucoup les jours là. Bon, il y a 1500, 1000 francs, ça c'est le travail de gagner manger seulement. C'est pas le travail de devenir riche, c'est pas ça. C'est un travail, on est déjà habitué de faire. Notons que le barbier est aussi un coiffeur. Il est donc en mesure de s'occuper des cheveux, aussi bien de la barbe ou de la moustache. Une profession à mi-chemin entre tradition et modernité qui nécessite un savoir-faire en matière de visagisme. Même notre cadreur n'a pas pu résister.
Il a voulu expérimenter la touche d'un barbier traditionnel et visiblement, Richard Akeke est satisfait de la prestation. Vive le métier de barbier traditionnel. Les travaux des sénateurs de Côte d'Ivoire ont repris ce jeudi 12 novembre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Réunis en séance plénière, les sénateurs ont adopté la proposition de l'ordre du jour des travaux du Sénat pour la période allant du 9 novembre au 22 décembre 2020. Cette rencontre initiée s'est faite en présence de Sarah Fadika Sako, vice-présidente du Sénat. Charles Kwaku, Zainab Dosso. Après une minute de silence en mémoire du ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, les sénateurs se concertent. C'est la reprise des travaux ce jeudi 12 novembre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au cœur des échanges, l'approbation de la proposition d'ordre du jour des travaux du Sénat du 9 novembre au 22 décembre 2020 qui porte sur l'examen de 5 projets de loi. Au nombre de ceux-ci, 2 ratifications d'ordonnances du projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire, du projet de loi de finances portant règlement et du projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2021. La parole est donnée par le président pour 3 minutes au maximum à tout sénateur qui désire faire une observation sur le procès verbal. Chers collègues, le procès verbal sommaire de la séance publique du 8 novembre 2020 a été mis à votre disposition par les voies habituelles. En application de l'article cité, une liste est ouverte pour inscrire les noms des sénateurs qui désirent faire des observations sur le dit procès verbal. Les tensions liées à la crise électorale en Côte d'Ivoire n'ont pas échappé au discours des sénateurs. La vice-présidente du Sénat a profité de cette rencontre pour inviter les Ivoiriens à la pratique du dialogue et de la paix. Nous au Sénat, nous sommes les sages. C'est la chambre des sages. Donc vous savez, sage rime avec la paix. Donc nous demandons à tous nos concitoyens, surtout aux jeunes, à la jeunesse, de ne pas se sacrifier. Parce que l'avenir du pays appartient aux jeunes. Donc nous leur demandons de faire la paix. Le début des travaux programmés du Sénat est prévu pour la semaine prochaine à Yamoussoukro. Terminons en Éthiopie où la Bourse des matières premières ECX a récemment lancé une plateforme afin de permettre aux transformateurs locaux de soja de satisfaire leurs besoins en matières premières. Il s'agit d'un guichet ouvert à un maximum de 200 acheteurs locaux qui offre aux producteurs $20 de plus sur la tonne par rapport aux tarifs proposés par les exportateurs. Ce journal prend ainsi fin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.